Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui et pour ce 3e épisode de notre série sur paludisme et changement climatique, écoutons Corinne Merle, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique, qui travaille au sein d'un programme de l'OMS, le TDR, dont elle est la chef de file sur la thématique changement climatique et santé. Aujourd'hui, elle nous parle des apports de la recherche pour adapter les stratégies de lutte contre le paludisme en y intégrant les impacts avérés et potentiels du changement climatique. Bonjour, je suis Corinne Merle, je suis médecin de santé publique, épidémiologiste spécialisée en maladies infectieuses. Je suis dans le département TDR, qui est un programme spécial de l'OMS, qui a pour but de faire de la recherche ou du renforcement de capacités pour les maladies tropicales et négligées. Je pense qu'il est important qu'on accentue la recherche au niveau de la lutte antivectorielle. Et moi, je me suis tournée vers cette recherche parce que le paludisme continue à tuer, alors que nous avons les moyens de pouvoir arrêter cela. Alors, peux-tu nous expliquer de quelle manière tu es impliquée dans la recherche sur le paludisme ? Donc, dans le cas du paludisme, le changement climatique a un rôle très important et apporte beaucoup de défis. Notamment aux pays africains, on est au Rwanda, il pleut, alors que normalement la saison des pluies devrait être terminée depuis presque 2 mois. Donc forcément, certaines maladies, dont le paludisme, sont prépondérantes à des périodes où elles ne devraient pas l'être. Et donc ça veut dire que les programmes de lutte contre le paludisme doivent avoir des outils pour pouvoir faire face à ces changements et savoir s'adapter. Et donc, dans ce cadre-là, nous, à TDR, nous essayons d'aider les programmes à mettre en place de la recherche opérationnelle pour pouvoir trouver les meilleures stratégies et les optimiser. Alors, cette recherche dont tu parles, comment est-ce qu'elle participe au développement des stratégies d'adaptation ? Comme je l'expliquais précédemment, les autorités sanitaires des pays doivent véritablement pouvoir prévoir les changements et s'adapter. Et pour ce faire, il faut d'abord, dans un premier temps, qu'ils aient des données. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un système de surveillance qui soit robuste. Et dans des zones où, précédemment, peut-être, ils ne surveillaient pas cette maladie-là, puisqu'elle n'avait pas lieu. Mais parce qu'il y a eu du changement climatique, il y a des moustiques maintenant dans ces zones-là, et potentiellement, il y a du paludisme. Donc, un système de surveillance plus robuste et plus étendu. Au niveau approche politique de lutte contre le paludisme, nous avons revu notre mode de surveillance. Nous avons mis en place des sites sentinelles dans tous les strates du pays, y compris les zones potentiellement exposées aux inondations. Et ça nous a amené de 8 sites surveillance sentinelles à 24 sites surveillance sentinelles. Et cela nous permettait à chaque fois de voir les tendances et les évolutions qui pouvaient naître dans ces zones-là. Un système d'alerte, puisque si on répond le plus vite, à ce moment-là, on peut arriver à casser la transmission et à éviter une épidémie. Donc, ça veut dire que ces systèmes d'alerte-là sont à imaginer. Et pour faire ces systèmes d'alerte, il faut avoir des données climatiques pour pouvoir après prédire s'il va y avoir une épidémie de paludisme. Et puis ensuite, il faut avoir des stratégies d'adaptation et puis il faut essayer de voir comment ces stratégies sont les plus optimales. Le Sénégal a depuis 2020 mis en place dans le cours national de suivi, évaluation et de surveillance 3 modules essentiellement tournés vers le changement climatique. Il y a un module sur quel système de surveillance entomologique à mettre en place dans un contexte de changement climatique, quels sont les modes de management dans un contexte de changement climatique à avoir, comment prendre en compte le changement climatique dans la planification opérationnelle et stratégique. Et nous leur apprenons aussi comment surveiller les paramètres climatiques au regard des paramètres de la maladie. Pour faire ces stratégies d'adaptation, on peut penser à plusieurs recherches qui sont nécessaires. D'abord, il faut de la recherche fondamentale, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas trop au clair, comme par exemple, est-ce qu'avec la température, les moustiques ne seraient pas plus résistants à certains insecticides parce que leur métabolisme est plus rapide? Est-ce que si on a un événement météorologique très extrême avec le déplacement des populations, est-ce que ça a un impact sur la transmission du paludisme? Beaucoup d'événements qui peuvent expliquer la transmission du paludisme et pour lesquels on n'a pas forcément des réponses.
Donc ça, c'est de la recherche fondamentale. Ça va être aussi de la modélisation qui va être utilisée, c'est-à-dire avoir des modèles prédictifs qui vont utiliser les données météorologiques, qui vont utiliser les données des maladies pour essayer de prédire des événements. C'est pas tout à fait de la recherche, mais ça en fait partie dans le sens où tout ce secteur-là est en situation de recherche. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans la dynamique de la transmission. Ensuite, ce qui est nécessaire, c'est de la recherche clinique. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut des stratégies innovantes. Ça veut dire qu'il faut des nouveaux vaccins, il faut des nouveaux médicaments. Quand on dit nouveaux médicaments, c'est parce que les médicaments précédents, les moustiques commencent à devenir résistants à ces médicaments-là, donc il va falloir les remplacer. Il va falloir peut-être avoir de nouvelles moustiquaires. Il va falloir peut-être avoir de nouvelles stratégies de contrôle vectoriel. Toutes ces choses-là sont nécessaires à être développées et donc font lieu de recherche et développement. Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Et alors attention. La chambre d'amis, avec contreporte moustiquaire. Ouais, c'est une tente, quoi. Ouais. Et une fois qu'on a ces outils, il faut ensuite faire ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle, parce qu'il faut essayer de déterminer dans un contexte local comment ces outils peuvent être utilisés au mieux. On va essayer de les optimiser. Par exemple, le vaccin actuel, on peut essayer de voir comment optimiser son efficacité en ayant une couverture vaccinale qui est très très bonne. Ou alors, on va essayer d'avoir des stratégies qui vont intégrer les outils. On va peut-être intégrer le vaccin avec la chimioprophylaxie saisonnière, par exemple, avec l'utilisation des moustiquaires, pour avoir une efficacité maximale. Mais comment on fait ça ? Comment les acteurs de terrain peuvent s'organiser pour pouvoir mettre en œuvre ça ? Ça fait lieu de la recherche opérationnelle. Donc, la recherche opérationnelle, c'est celle qui est directement mise en œuvre sur le terrain. Là, tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe ? L'objectif véritablement de la recherche opérationnelle, c'est de trouver des solutions locales à des problèmes globaux, comme par exemple le changement climatique. Et dans notre cas, son impact sur le paludisme. Avant de faire la recherche, il faut bien comprendre le problème. La première étape, c'est véritablement d'avoir une approche communautaire, de commencer à discuter avec les acteurs impliqués, aussi bien les acteurs de santé que les communautés, pour comprendre bien les problèmes, les obstacles et éventuellement les solutions qu'ils ont déjà trouvées aux problèmes. Une fois qu'on a réussi à avoir cette discussion et à collecter les informations, on va élargir le débat en impliquant les chercheurs, parce que le programme en lui-même n'a pas la capacité de mener la recherche seul, mais on va aussi impliquer les autres acteurs qui ne sont pas forcément du domaine de la santé. Ce qu'on appelle une approche multisectorielle, c'est-à-dire les personnels qui sont impliqués dans la gestion de l'environnement, les personnels qui sont impliqués bien sûr dans la gestion des données climatiques, le personnel qui est peut-être impliqué dans l'éducation, ou d'autres secteurs vont être aussi amenés à participer à la discussion, compte tenu des problèmes, quelles sont les solutions ? Une fois qu'on a défini des solutions potentielles, il va falloir mettre des priorités parce que malheureusement, les contraintes budgétaires dans tous les pays font qu'on ne peut pas tout mettre en œuvre. Et une fois qu'on a défini ces priorités-là, on va développer la stratégie. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire de la recherche opérationnelle pour vérifier que cette stratégie, telle qu'elle a été pensée, est la plus efficace, est faisable, est acceptée par les communautés, mais pas que les communautés, les agents de santé aussi. Et puis aussi, on va peut-être regarder le coût, parce que ça va nous permettre d'avoir des arguments pour savoir si éventuellement on peut se permettre de mettre à l'échelle cette stratégie. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a ces résultats, on revient vers la communauté pour discuter des résultats et prendre la décision de la mise à l'échelle ou non, ou du changement de la stratégie si manifestement des faiblesses ont été trouvées lors de la recherche opérationnelle. Donc là, aujourd'hui, on est au Rwanda dans le cadre d'une formation sur le changement climatique et la lutte contre le paludisme. Il y a beaucoup de programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui sont présents, qui viennent d'Afrique francophone. Dans quelle mesure ils s'impliquent, ces programmes, dans cette recherche ? Avant de faire cet atelier, en lisant la littérature, en cherchant un peu, il nous semblait qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait au niveau des programmes de lutte contre le paludisme et qu'il y avait véritablement un besoin de parler plus du climat. Et il y a toujours un besoin d'en parler plus parce que c'est un problème très complexe.
et qu'il faut véritablement aussi comprendre bien toutes les modélisations qui sont faites, combien elles sont sous-tendues par des hypothèses qui peuvent être plus ou moins bonnes. Et donc, les décisions, il faut bien peser le pour et le contre avant d'aller dans un sens ou un autre en termes de stratégie pour les programmes. Donc, il faut qu'ils aient la capacité de bien comprendre tout ça. Mais par contre, c'était très intéressant de voir que beaucoup ont commencé à intégrer le problème climatique. On a des exemples du Sénégal, par exemple, qui ont remarqué que quand ils font la chimioprophylaxie saisonnière pour protéger les enfants du paludisme durant la période de haute transmission, c'est-à-dire entre juillet à peu près et octobre, mais ils se sont aperçus qu'à cause du changement climatique, finalement, la période de haute transmission, c'était plus juillet et octobre, ça devenait août et novembre. Donc du coup, il faut qu'ils décalent leur intervention. Et ils l'ont fait. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Nous avons réussi de 2010 à maintenant à avoir des réflexes chez les décideurs au niveau opérationnel. Ils savent quand est-ce qu'il faut mettre en place un bon stock de médicaments, de TDR, quand est-ce qu'il faut faire des actions pour vraiment sensibiliser les gens à l'utilisation renforcée des MILDA. Ils savent aujourd'hui ce que c'est qu'un seuil d'alerte et quand ils s'approchent des seuils ou qu'ils le dépassent, ils savent quelles sont les actions à mener pour ramener les tendances à la normale. Donc aujourd'hui, dès que la saison s'approche, les gens savent maintenant aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, probablement, ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire peut-être un peu mieux, c'est à mieux évaluer les changements qui sont faits, parce qu'ils ne sont peut-être pas des changements optimaux. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres solutions à certains problèmes. Or, l'évaluation qui est faite, et donc la recherche opérationnelle, n'est peut-être pas tout le temps effectuée durant la mise en place de ces stratégies innovantes. Ce qu'il y a aussi d'important, je pense, c'est dans le cadre de ce type d'atelier, c'est de partager les informations et de s'influencer les uns les autres, de voir qu'il y a des choses qui sont faites dans certains pays et donc que c'est faisable chez moi. Toutes ces choses-là vont aussi susciter un changement et une prise en compte plus importante du problème climatique dans la gestion et le contrôle du paludisme. Le problème climatique est véritablement complexe et donne des défis majeurs au programme de lutte contre le paludisme, entre autres, pour arriver à mieux contrôler les maladies. Oui, car on peut rappeler à nos auditeurs qu'on enregistre cette série de podcasts dans le cadre d'une formation dédiée au programme de lutte contre le paludisme de plusieurs pays d'Afrique, réunis ici au Rwanda, justement pour favoriser les synergies et le partage d'expériences autour de leur prise en compte du changement climatique dans le combat contre la pandémie. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de ces moyens d'adaptation, Corinne ? Pour véritablement arriver à s'adapter au mieux, il y a plusieurs éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est d'avoir un système de surveillance fort. Pas que de la surveillance de la maladie, mais aussi de la surveillance des moustiques, de la surveillance climatologique, mais aussi la surveillance des résistances aux insecticides, des résistances aux médicaments. Une fois qu'on a ce système de surveillance-là, il faut aussi avoir un système d'alerte, parce que même si le système de surveillance est fort, parce qu'il y a des événements météorologiques extrêmes, le système d'alerte permettront justement de tenir compte de ces situations extrêmes et d'alerter dans le cadre d'épidémies. Et puis après, il faut avoir mis en place des stratégies d'adaptation qui vont nécessiter des nouveaux outils, donc de la recherche clinique pour avoir des outils innovants. On va avoir aussi besoin de recherche opérationnelle pour pouvoir mieux intégrer les outils existants et savoir localement ou dans le contexte d'un pays comment les utiliser au mieux, comment optimiser leur efficacité. Dans les 2 premiers épisodes de la série, nous sommes revenus sur les enjeux actuels du paludisme et leur lien avec le changement climatique. Avec Corinne Merle, merci à elle, nous avons pu explorer les pistes d'adaptation et la façon dont la recherche permet d'avancer et de proposer des solutions, y compris dans des contextes incertains. Une façon de rappeler que sans recherche, quel que soit le domaine, il n'y a pas de progrès. Et que son financement demeure vital à la préservation de la santé humaine, mais aussi animale et environnementale. Merci au Dr Aïssata Bari, chef de département au secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme au Burkina Faso, pour son précieux retour d'expérience en tant que participante à la formation. Et à Medoune Diop du PNLP du Sénégal d'avoir illustré par leurs expériences les actions que l'on peut mettre en œuvre. Et merci à toutes et tous pour votre écoute.
On se retrouve dans le dernier épisode de ce podcast, produit par l'Initiative Expertise France pour parler modélisation, une discipline qui permet, grâce aux mathématiques, de prendre les meilleures décisions en matière de lutte contre le paludisme en lien avec le changement climatique. À très vite.